À quoi servent les émotions et quel message tentent-elles de vous envoyer? Aujourd'hui, je parle avec Alan Tapia, qui est coach, formateur de coach, auteur, conférencier et fondateur de sa propre école de coach en France. Restez là. Alan, bonjour! Bonjour! J'espère que tu vas bien. Merci d'accepter. En fait, je vais le dire, je vais vraiment le dire, tu es mon premier invité de mon nouveau podcast. C'est génial. Écoute, c'est vraiment très bien. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de participer à mon projet. Comme je le disais en intro, tu es coach, tu formes des coachs et tu viens de partir, dans les derniers mois, de partir de ta propre école de coaching en France. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle du rôle des émotions parce qu'on a tendance à les catégoriser comme bonnes et pas bonnes ou positives et négatives, alors que ce n'est pas le cas. Exactement. Tout à fait. Alors, pourquoi on ne peut pas les catégoriser comme bonnes ou pas bonnes? En fait, ce qu'il faut d'abord commencer, c'est différencier émotion et sentiment. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est tout simplement un signal électrique qui est envoyé par notre inconscient pour nous signaler quelque chose. Donc, à partir du moment où c'est un signalement, c'est toujours positif d'avoir une information, pour le coup. Et ça va être l'analyse qu'on va en faire par notre cerveau qui va déterminer si cette émotion, elle est bonne ou pas, mais c'est notre propre analyse en fait qui va décider si elle est positive ou négative. Ça vient probablement de notre expérience, de notre passé, parce que pour moi, je pourrais vivre une émotion que je dis négative, puis toi, tu pourrais la trouver positive. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un exemple, par exemple, la frustration. Les gens pensent que la frustration, c'est quelque chose de négatif parce qu'effectivement, ça peut générer de la colère derrière et donc c'est pas très bon. Sauf que la frustration, elle est juste en train de nous dire, ce que tu fais, c'est bien, ton objectif, il est bien, c'est juste peut-être la façon dont tu veux atteindre ton objectif qui est à revoir ou alors tu dois développer plus de patience et donc c'est positif au final, à partir du moment où on écoute le message qu'elle a pour nous. C'est quoi la différence entre de la frustration et de la colère? La frustration, c'est justement donc le moyen qu'on est en train de mettre en place qui ne fonctionne pas, alors que la colère, c'est les limites qu'on s'est posées qui sont atteintes en fait. C'est parce que quelque chose qui est en dehors de notre système de valeurs, le fait de sentir j'y arrive pas, donc du coup on se dénigre, et le fait de se dénigrer, ça veut dire je respecte pas mes valeurs, et donc ça peut générer de la colère à ce moment-là. Donc la frustration, oui, peut se transformer en colère. Et tu penses que ça vient d'où, ça, cette tendance-là à catégoriser comme étant mauvaise la peine, la frustration, je sais pas, toutes les émotions qu'on peut dire comme étant négatives? Ça vient d'où, cette tendance-là? Ça vient de plusieurs choses. À la base de la base, finalement, ça vient de nos croyances. C'est-à-dire les pensées qu'on considère comme la vérité. Et 80% de nos croyances, ça vient de l'extérieur, ça vient des autres, ça vient de nos expériences de vie. Et donc, ça veut dire que décider qu'un sentiment est positif ou négatif, c'est peut-être parce qu'on nous l'a donné comme ça, on nous l'a appris comme ça, ou tout simplement parce qu'on ne nous l'a jamais appris et qu'on s'est débrouillé par nous-mêmes et qu'on a interprété le sentiment que l'on a eu. Tu vois, je vais donner un exemple. Gamin, on est amoureux d'une fille à l'école et on décide d'aller la voir et lui dire écoute, voilà, je suis amoureux de toi, j'ai envie qu'on sorte ensemble, etc. Et là, la fille, elle se moque du petit garçon. Et là, du coup, il va avoir des émotions qui vont venir. Il ne comprend pas forcément ses émotions, c'est sa première fois. Et il y a deux possibilités, enfin 3 même possibilités. Soit il n'en parle pas, et dans ce cas-là, son ressenti, il va l'intégrer et il va l'interpréter peut-être comme je ne dois pas exprimer mes sentiments à une fille,
par exemple, et du coup, il aura du mal plus tard à exprimer ses sentiments à quelqu'un, parce qu'il a ressenti de la honte, mais il ne sait pas pourquoi il a ressenti de la honte à ce moment-là. Ou alors, il en parle à quelqu'un, et quand il en parle à quelqu'un, bah, soit c'est une personne qui n'a pas une grande intelligence émotionnelle et qui va lui dire oh oui, c'est n'importe quoi, etc. Et donc là, il va peut-être générer d'autres pensées avec d'autres interprétations qui sont négatives. Et peut-être qu'il peut parler à une personne qui lui comprend et dit écoute, est-ce qu'elle était seule, par exemple elle était avec ses copines. Oui, mais du coup, peut-être que le fait de le faire devant ses copines, elle a justement, elle n'a pas osé dire, enfin, te parler différemment. Et du coup, tu as ressenti de la honte, surtout par rapport aux copines, en fait. Donc, la prochaine fois, fais en sorte qu'elle soit toute seule. Et puis, tu verras ce que ça donne à ce moment-là. Et là, ça m'amène d'autres questions. Si on prend le même exemple que tu viens de donner, donc la personne va dire à une fille qu'elle l'intéresse, elle leur vire de bord en bon québécois. Elle dit qu'elle n'est pas intéressée. Ça crée un sentiment de honte. Comment on fait pour... Si on s'en rend pas compte, ça va quand même laisser une trace à l'intérieur de nous, dans notre subconscient. On va quand même agir en conséquence de cette blessure-là, mais on s'en rend pas compte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à faire quasiment un ménage une fois de temps en temps, à se dire est-ce que j'ai des blessures qui viennent d'apparaître? Ouais, alors en fait, il y a deux façons. Soit on peut travailler justement l'émotion en elle-même, parce que l'émotion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un signal électrique. Et donc, ça va être une pulsation dans le cerveau qui va créer une connexion neuronale. Je suis un peu technique, mais c'est pour bien expliquer. Donc, ça crée une connexion dans le cerveau. Et si on ne répond pas au message de cette émotion-là, en fait, l'émotion va continuer de pulser, et à force de pulser, ça va créer en fait un chemin neuronal beaucoup plus ancré. Et c'est là que ça devient une croyance et que du coup, ça va être beaucoup plus compliqué à enlever. Donc, soit on travaille sur l'émotion directement en essayant de comprendre le message et ça va désamorcer ce signal électrique, ou alors c'est de trouver quelle est la croyance, quelle est la pensée qui génère ce sentiment. Par exemple, dans cette situation-là, la pensée, ça peut être je ne dois pas exprimer mes émotions à une fille. Et c'est de travailler sur cette pensée-là, de la modifier et de la changer en croyance ressource. Mais pour faire ça, il faut quand même un bon cheminement de développement personnel. Dans le sens où un enfant ou un ado de 14 ans ne sera pas en mesure de faire ça. Est-ce qu'il... C'est parce que là, je pense en même temps à ton livre sur les émotions. Est-ce qu'il y a un guide qui peuvent aller, je ne sais pas, regarder la liste d'émotions puis se demander s'ils ressentent ça, puis après ça, se demander qu'est-ce qui a fait qui... Mais en même temps, de le faire toute seule, ils peuvent-tu mettre le doigt sur la fausse raison puis juste ancrer autre chose? Là, je pousse à l'extrême là, dans ma question, là, mais est-ce qu'ils peuvent juste imbriquer quelque chose de nouveau au lieu d'enlever ce qu'ils veulent enlever? C'est vrai que sur des jeunes, à partir du moment où c'est la première fois que tu vis, que tu as cette expérience-là, le sillon neuronal, en fait, il est pas encore creusé. Donc, tu peux le couper très rapidement à partir du moment où tu as autour de toi les moyens de le faire. Malheureusement, les premières personnes à qui on en parle, généralement, c'est nos parents. Et si nos parents, ils n'ont pas cette capacité-là, ils ne vont pas forcément nous orienter. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie sorte de veille par rapport aux parents qui doivent être au courant de ça. Et je pense que c'est de plus en plus courant aujourd'hui que les parents écoutent peut-être un peu plus les émotions de leurs enfants parce qu'eux-mêmes n'étaient pas écoutés par leurs parents. Mais du coup, ça va à l'extrême. Aujourd'hui, on est trop à l'écoute des enfants des fois, alors que des fois, il faudrait aussi un petit peu couper. C'est de trouver un juste milieu, mais on ne peut pas non plus complètement tout délaisser. Moi, j'ai déjà vu des enfants être dans une émotion forte et voir les parents qui coupent en disant non mais t'as pas à être en colère en fait. Tu te mets pas en colère. Oui, mais il ressent cette colère, donc tu peux pas lui dire de ne pas être en colère. C'est pas possible.
À un moment donné, ouais, il faut prendre ses responsabilités et dire, voilà, pourquoi tu te sens en colère et essayer de comprendre qu'est-ce qui a généré cette colère-là, quelle est la limite justement qui a été violée et de comprendre qu'est-ce que je vais faire maintenant par rapport à ça. Et il y a des ouvrages qui aident, il y en a de plus en plus. Alors, je ne sais pas si vous avez ça, il y a le monstre des émotions. Je ne sais pas si... Oui, oui. S'il y a aussi au Québec. Je suis pas certaine. Je pense que c'est pas le même titre, là, mais je vois le livre dans ma tête. Là. C'est un monstre, en fait, où il a plein de couleurs différentes en lui. Et c'est en fait un mélange de toutes les émotions et une petite fille qui va l'aider à mettre les couleurs dans des tubes pour bien les différencier. Et puis après, il vient de la couleur à chaque fois et il comprend chacune des émotions. Après, c'est vrai que la plupart des ouvrages vont aller sur des émotions dites de base. C'est qu'en fait, il y a 4 émotions de base. Il y a la colère, la tristesse, la peur, la joie. Après, il y a des gens qui rajoutent la surprise et le dégoût. Pour moi, je prends vraiment que ces 4-là. Et c'est un peu, tu sais, comme les couleurs primaires. Tu sais, tu as le jaune, le bleu, le rouge. Et en fait, tu vas faire des mélanges et ça fait des nouvelles couleurs. En fait, les sentiments, ça va être un peu ça. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, mais par exemple, on parlait de frustration. Frustration, ça va être peut-être 60% de colère, plus 30% de peur, etc. Tu vois, et ça va faire plein de nouvelles couleurs. Et quand tu regardes les palettes de couleurs, il en existe des centaines. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que plus tu es capable de nommer ton sentiment, et plus tu es capable de faire face aux choses qui t'arrivent dans la vie. J'ai cet exemple-là, je crois que c'est en Suède, il y a un mot précis, un mot qui décrit le sentiment que tu as quand tu es assis au coin du feu alors qu'il neige dehors. Tu vois, c'est un sentiment précis, qui est un mot qui décrit ce sentiment-là. Et plus dans le vocabulaire tu as la possibilité de rajouter des nouveaux sentiments, et plus tu es capable de mieux les vivre. Donc c'est juste d'amener cet apprentissage-là à nos enfants. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai voulu faire à travers mon livre, parce que je balaye 36 sentiments différents pour qu'ils aient un maximum de vocabulaire, un maximum de compréhension de tous ces sentiments, en fait. Et tu apportais un bon point tantôt, puis c'était d'ailleurs ma prochaine question. Quelles sont, selon toi, les répliques, les paroles à éviter quand on parle d'émotion à un enfant? Et je vais donner le fameux exemple, arrête de pleurer, tu pleures pour rien. Toi, tantôt, tu as dit, tu n'as pas besoin d'être en colère. Donc, on va dénigrer, en fait, ce que l'enfant ressent. C'est quoi les phrases, selon toi, là, qui te viennent spontanément comme ça, à éviter quand un enfant tente d'émettre, pas d'émettre, mais de montrer une émotion? Mais je pense que ça va même plus loin que des phrases, parce que des fois, on peut couper un enfant dans son émotion uniquement par une réaction physique. Comme ça, ou d'attraper brusquement un enfant. On peut couper. En fait, c'est de couper l'émotion, de la chanter et finalement de l'ignorer. Et le problème, c'est que les émotions, à un moment donné, elles ont besoin, comme c'est de l'électricité, comme je te disais, l'électricité, elle a besoin de se décharger. Et en fait, elle va se décharger dans une action. Et donc, si tu coupes à travers des paroles genre arrête de pleurer, t'es pas un bébé, ou non, mais soigne-toi, ou un non, homme, ça pleure pas. Oui, alors ça, c'est les croyances collectives. Il y a les deux croyances collectives. C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas pleurer et puis une femme ne doit pas être en colère, en gros. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que quand tu vois les personnes qui sont en processus de deuil, qui est en fait des étapes de sentiments, les femmes ont plus de mal à passer l'étape de la colère parce qu'elles n'ont pas le droit d'être en colère, alors que les hommes, eux, ils ont du mal à passer l'étape de la tristesse. Généralement, ils restent dans la colère parce qu'ils connaissent bien la colère, les hommes. Tu vois. Je ne savais pas ça. Ça, c'est intéressant.
Ouais, moi, je l'ai vécu en live pendant un coaching où j'ai discuté avec ma coachée qui avait fait un burn-out parce qu'un collègue au travail l'avait harcelé. Ça faisait 5 ans qu'elle s'en sortait pas, etc. Et je voyais qu'en fait, elle n'arrivait pas à passer à autre chose. Donc, entre guillemets, elle n'avait pas fait son deuil. Et je lui ai posé une question, juste une question. Je lui ai dit, c'est quand la dernière fois que tu t'es mis en colère? Et là, elle est devenue toute rouge. J'ai senti sa colère monter et de comprendre que finalement, elle avait le droit d'être en colère. Et donc, elle a laissé cette colère venir. Et 30 secondes après ça, elle s'est mise à pleurer, en fait, parce que elle avait accepté sa colère et elle a pu passer à la tristesse qu'elle connaissait bien, du coup, et elle a pu passer à l'acceptation de la situation. Et ça s'est fait en 1 minute. C'était complètement dingue, alors que ça faisait 5 ans qu'elle était bloquée là-dedans. Donc, c'est long, 5 ans. Ouais, c'est très long. C'est très, très long. Donc ouais, c'est hyper important de comprendre. Et finalement, chacun de tes sentiments, à partir du moment où tu le comprends, tu reviens automatiquement à la joie. La joie, c'est notre émotion de base, c'est l'émotion du vivant, la joie. Et donc, accepter ces sentiments, ces émotions, c'est revenir à la joie. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans la tristesse, tant qu'on est dans la colère, la joie, en fait, elle se barre et elle a du mal à revenir, du coup. Mais attends, mais faut que tu les comprennes, faut que tu les acceptes, mais il faut que tu saches quoi faire avec. Parce que si tu réalises que tu vis de la colère, tu vis de la tristesse, mais tu n'as aucune idée comment gérer ton émotion, tu ne reviendras pas plus vers la joie. Là, tu vas tomber dans une autre émotion, soit l'inquiétude ou l'anxiété ou peu importe. Là. En fait, tu as différents niveaux de travail par rapport à ça. Et il faut voir ça, tu vois, quand on parle d'intelligence émotionnelle, faut vraiment voir ça comme un sport. Un sport, tu ne deviens pas bon tout de suite au début. Tu as besoin de t'entraîner. Et en fait, les émotions, c'est la même chose. Tu as besoin de t'entraîner. Donc, de commencer avec des petites choses, des petites émotions, des petits sentiments, petit à petit, en fait, tu vas muscler ton intelligence émotionnelle et tu vas pouvoir aller sur quelque chose de plus complexe. Et par exemple, quelque chose d'assez simple, c'est d'imaginer tes émotions un peu comme une boussole qui t'indique le nord. Donc, le nord, c'est une sorte de retour à la normale. Et donc, c'est que quand on arrive, alors déjà, il faut arriver à ressentir l'émotion. Déjà. Il y a des gens, ils ne ressentent pas, ou ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une émotion. Donc déjà, ça commence par, voilà, j'ai une émotion. J'ai peut-être de la colère. Donc, j'essaie d'identifier l'émotion. Donc ça, c'est un premier travail. Deuxième travail, c'est après de dire, OK, j'ai cette colère-là. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Donc, je la ressens en moi, la colère. Et je me pose des questions. Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait ci? Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait ça? Ou est-ce que parce qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça? Et on va s'auto-questionner. Et à un moment donné, quand on va trouver la bonne question, le sentiment de colère, il va commencer à diminuer. Parce qu'on a commencé à trouver la bonne direction. Et ensuite, on va dire, OK, maintenant que j'ai trouvé la bonne question, qu'est-ce que je vais faire pour répondre à cette question-là? Et une fois que j'ai trouvé l'action que je vais faire, normalement, la colère va disparaître. Donc ça, c'est la version la plus simple. Le souci, on va dire, c'est que dans une situation, on peut avoir plusieurs émotions. Et donc là, ça demande un travail beaucoup plus complexe. Mais en même temps, quand t'en enlèves une couche, une pleure d'oignon, tu passes à l'autre. Moi, j'ai tout le temps les petites questions un peu... tout le temps les exceptions à la règle. Quelqu'un qui est dans la victimite, oui. il va peut-être réaliser, ou la personne va réaliser qu'elle est dans la colère, mais ce sera toujours la faute des autres. Bien sûr. Parce qu'elle ne sera pas capable de faire une introspection en se disant « OK, mais ça part de moi, on fait quoi? » On n'est pas, la personne qui le reçoit n'est pas pour, elle ne peut pas le recevoir en disant c'est toujours de la faute des autres, elle sort de ta victime parce que là, ça va finir en chicane. On fait quoi avec ça? C'est très compliqué. Et puis c'est marrant que tu vis ça parce que que tu me parles de ça parce que je vis ça en ce moment avec une personne qui est exactement là-dedans. D'ailleurs, j'en ai même fait une publication Facebook où je faisais une fausse publication pour une création d'une formation expert en victimologie.
Ah, c'est bon, c'est bon. Mais c'est expert en être victime ou expert à endurer une victime? Non. À l'être soi-même. Être une victime, c'est-à-dire être un expert dans le triangle de Karpman et dans le fait de trouver le bourreau à chaque fois, des choses comme ça, un peu second degré, du coup, pour expliquer ça. Et malheureusement, il y a des gens qui se sentent exister à travers cette victimisation-là, en fait. C'est-à-dire que ça rentre dans un mode de vie. Et ça peut être quelque chose de pathologique, même d'ailleurs, chez certaines personnes. Et c'est des personnes qui, elles doivent être aidées par un spécialiste comme un psychologue ou un psychiatre. Ouais, parce que je pense qu'après, en coaching, on a des limites par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment, il peut y avoir des traumas d'enfance, par exemple, des choses très lourdes, très profondes qui ont pu arriver, et qui fait que cette personne vit à travers cette victimisation, c'est-à-dire que tout le monde lui veut du mal. La personne trouve son héros. Il y a toujours le héros de l'histoire. Elle trouve son héros. C'était mon cas à moi récemment. J'étais le héros d'une personne. Et à partir du moment où le héros faute, à partir du moment où il a plus cette représentation de héros-là, bah, du coup, ça switch. Et le héros, en fait, devient le méchant de l'histoire. Et la meilleure chose à faire, bah, c'est de se déculpabiliser déjà, et de comprendre justement que l'autre a cette façon de fonctionner là, et que malheureusement, bah, à part couper les liens, les ponts, faire ce qu'on peut, il n'y a pas grand chose à faire à part de nous-mêmes, faire ce qu'on a à faire nous-mêmes. Et moi, j'ai une phrase qui, pour moi, résume tout le développement personnel. Je dis cette phrase, c'est bon, tout le monde sait ce que c'est le développement personnel, en fait. Tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la tête que tu fais. Oh, tabarouette. C'est juste ça. Ah ouais, ça fesse, ça fesse. C'est vrai, en plus, c'est tellement vrai, mais il faut beaucoup d'humilité pour être capable d'admettre que ta phrase que tu viens de dire, elle est vraie. Mais en même temps, quand tu te rends compte que tu es le héros de quelqu'un, ça serait pas sain de justement lui dire, tu sais, parler avec cette personne-là en disant, je suis pas, peut-être pas le mot héros, là, mais on s'en rend pas compte. Je mettais souvent, quand j'étais plus jeune, mon père sur un piédestal. Mon père, c'était le meilleur dans le positif, puis là, son travail, puis ci, puis ça. Puis il me disait tout le temps, arrête de me mettre sur un piédestal. J'ai des défauts comme tout le monde, je suis pas parfait. Puis je pense que son but, c'était de ne pas entretenir cette mauvaise réflexion-là, de tout le temps penser que les autres sont mieux, sont meilleurs. Fait que quand on s'en rend compte, ça, est-ce qu'on brise ça tout de suite ou on. Parce qu'en même temps, si je me dis si on le laisse aller, ça va virer un peu tout croche. Bah après, ça dépend. On ne s'en rend pas forcément compte. On n'a pas forcément cette conscience-là. Moi, je ne l'avais pas. Hein. Pourtant, je veux dire, ça fait quand même longtemps que je suis dans le développement personnel et que je me suis formé en coaching en 2017. Mais j'ai pas vu ça, en fait. Parce qu'il y a les sentiments. Et quand il y a les sentiments, c'est un peu plus compliqué. Et à un moment donné. Il y en a que c'est plus flagrant que d'autres. Il y en a qui le cachent bien. Là. On s'entend que. Et ça va être par la répétition, souvent, quand on va voir que la personne, elle répète toujours le même schéma avec d'autres personnes. Je pense que c'est ça qu'aurait dû vraiment me mettre à la puce à l'oreille, c'était de voir que, tiens, elle s'est mise en position de victime par rapport à une association où elle était dedans. Et, oh tiens, elle a refait la même chose après. Tiens, c'est bizarre. Tu vois. Mais tu te dis, bon, voilà. Mais au bout de la troisième fois, tu te dis, ok, là, il y a un truc. C'est au bout de la troisième fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est est-ce que la personne, elle est prête à travailler sur elle par rapport à ça ou pas? Ça va dépendre de la personne. Est-ce qu'elle est prête à vouloir aller, entre guillemets, du côté lumineux ou du côté obscur de la force? Si elle part du côté obscur,
voilà, on devient le méchant de son histoire, en fait, tout simplement, et elle embrasse cette part d'obscur chez elle, et elle va trouver la lumière ailleurs, quoi. Ouais, mais ça, c'est difficile à. C'est difficile de laisser aller quelqu'un. Tu sais, quand les gens disent tes émotions t'appartiennent, c'est 100% vrai, mais c'est tellement difficile quand tu vois quelqu'un que t'aimes, peu importe là, que ce soit un membre de la famille ou un amoureux, amoureuse, mais puis tu le sais, tu aurais envie de l'abrasser puis de dire arrête, ça t'appartient, change d'émotion, mais tu peux rien faire, tu dois juste la laisser partir. Après, C'est assez. quand c'est quelqu'un qui vient te voir et qui te met justement dans ce triangle de Cartman en tant que sauveur, donc c'est plus en lien avec des situations précises, hein, pas forcément dans une relation comme j'expliquais avant, mais vraiment juste dans des situations de tous les jours, c'est d'amener celui qui vient en tant que victime de se responsabiliser. Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit écoute, voilà, il y a mon petit-fils, il n'arrête pas de mentir. Est-ce que tu peux discuter avec mon petit-fils pour qu'il arrête de mentir? Tu vois, donc elle est victime, le petit-fils c'est le bourreau, et du coup elle veut que je me positionne en tant que sauveur. Tu vois, sauf que si je me mets en tant que sauveur, je vais aller voir le petit-fils, je vais lui parler, donc du coup je vais devenir le bourreau, le petit-fils va devenir la victime, et puis la grand-mère va dire ouais, tu étais fort quand même. Et donc elle devient le sauveur. Et ça tourne et ça ne s'arrête pas. Donc moi, pour ne pas rentrer là-dedans, j'ai donné la part de responsabilité à la personne qui fait la victime. Je lui dis non mais ok, on peut discuter, etc. Mais la première chose qu'il faut se dire, c'est en quoi il se sent obligé de te mentir. Oh. Ça, c'est des questions qui font mal, mais qui font tellement avancer. Et c'est exactement ça. Et prends ta part de responsabilité. Elle t'a menti. Ok, pourquoi elle s'est sentie obligée de te mentir? Ouais. Tu reprends. Ouais. Tu reprends le pouvoir, en fait. Maintenant, une fois que tu as le pouvoir, en reprenant ta responsabilité, c'est ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelle action je vais poser? Et est-ce que je vais m'autoriser à poser cette action-là? Parce qu'il faut s'autoriser à répondre après. Et tu viens un peu de le faire, là, mais juste pour aller peut-être finaliser l'explication, si tu peux juste expliquer le triangle de Cartman, ça consiste à quoi? Tu as nommé les trois, là, je vais te laisser les redire. C'est ce que j'expliquais avec la grand-mère, le petit-fils et moi. Oui, c'est ça. C'est ça, tu as la grand-mère qui était la victime, victime des mensonges, du petit-fils qui était le bourreau, et du coup, qui me met moi en position de sauveur. Et le triangle de Cartman, c'est ces trois positions-là qui finalement tournent en fonction de la situation. Et le sauveur, très souvent, devient le bourreau devient la victime, et du coup, peut-être que celle qui était victime, elle se rend compte que finalement, c'était peut-être un peu trop dur, et donc là, elle devient héros de la situation. Et pour éviter de rentrer là-dedans, c'est de redonner le pouvoir à la victime qui lui revient. C'est ça. On dit que c'est les 3 P, en fait, c'est-à-dire pouvoir, puissance, permission. Oh. Pouvoir, donc, c'est reprendre sa part de responsabilité. En quoi je suis responsable de la situation. Même si c'est l'autre qui nous a fait une crasse, etc., on dit ouais, mais ma responsabilité, c'est peut-être que je me suis laissé faire. Donc, trouver ma part de responsabilité dans une situation, quelle qu'elle soit. Une fois qu'on a trouvé cette responsabilité-là, on reprend le pouvoir. Ensuite, il faut trouver sa puissance. C'est de quoi je suis capable, comment je peux gérer cette situation-là. Et des fois, on a une puissance dans d'autres domaines de vie, par exemple, qu'on ne s'autorise pas à utiliser dans le domaine de vie en question. Par exemple, il y a un chef d'entreprise qui a deux de ses collaborateurs qui se prennent la tête, qui n'arrêtent pas de se chamailler, qui viennent le voir. Du coup, patron, il m'a fait ci, patron, il m'a fait ça. Donc, du coup, ils veulent positionner le patron en tant que sauveur, hein, les deux collaborateurs. Donc, ok, pouvoir. Donc, si c'est le patron qui vient me voir, par exemple, en me disant, ouais, il faut que je trouve une solution, comment je peux faire pour les aider, etc. Ok. Déjà, c'est quoi ta part de responsabilité dans la situation par rapport à tes deux collaborateurs? Peut-être que je devrais mettre plus de règles dans l'entreprise. Ok, très bien. Tu ne mets pas assez de règles. Maintenant, c'est quoi ta puissance?
Tu as des enfants. Ouais, tu as 2 enfants. Qu'est-ce que tu fais quand ils se chamaillent, tes enfants? Bah, mes enfants, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok, mais pourquoi tu ne le fais pas avec tes collaborateurs? Tu as déjà la puissance. Tu sais déjà le faire avec tes enfants. Donc, autorise-toi, et donc c'est le 3e P, permission. Permets-toi d'utiliser ta puissance que tu as déjà dans la situation avec tes collaborateurs. Donc, c'est ça, pouvoir, puissance, permission. Wow, ça, je trouve ça super intéressant. Pour conclure, Alan, dis-nous, selon toi, je sais qu'il y a des études qui ont été faites, là, mais peut-être que ta propre opinion sera différente. Quelle est l'émotion la plus puissante? Ah! La tristesse. Oh! C'est pas l'amour, toi. Non. Pourquoi la tristesse? Parce que pour moi, la tristesse, elle est salvatrice. En fait, moi, je considère la tristesse un peu comme les vagues sur une plage. Par exemple, tu perds un être cher, et ben, c'est comme si tu écrivais sur le sable le nom de la personne qui vient de disparaître. Et la tristesse, ça va être les vagues qui veulent venir effacer ce nom dans le sable. Et il y a des gens en fait qui font des murs autour du nom de la personne pour pas que les vagues viennent l'effacer. Et le truc, c'est qu'elles restent dans cette douleur-là, ces personnes-là. Alors que si tu laisses la vague venir, elle va venir commencer à effacer le nom. Et il ne faut pas qu'une seule vague, en général, pour effacer ce qu'il y a d'écrit dans le sable. Il faut en laisser venir plusieurs fois. Et en fait, se laisser prendre par sa tristesse, de se laisser submerger. Moi j'aime bien le mot traverser. Se laisser traverser par notre sentiment de tristesse va venir nous nettoyer. Et ce qui fait que quand on va repenser à la personne, parce qu'on n'oublie pas, hein, ça ne fait pas oublier la personne, c'est pas parce qu'elle n'a plus le nom dans le sable qu'on l'oublie. Mais en fait, tu effaces le sentiment négatif, du coup. C'est un peu le nom dans le sable, c'est un peu la souffrance. C'est ça. C'est un peu la souffrance et les vagues viennent enlever un peu plus de souffrance à chaque fois face à la perte. Exactement. Et il y a une définition qui est dingue. C'est, est-ce que tu connais la différence entre la souffrance et la douleur? La souffrance, ça perdure? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la souffrance, c'est le temps que tu accordes à ta douleur. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. Oui, ça, je me souviens de ça. Ouais. Et en fait, ouais, ça va être douloureux, mais la tristesse, c'est douloureux, mais un certain temps. Par contre, les gens qui souffrent d'une perte, c'est parce qu'en fait, ils n'acceptent pas leur douleur. Et plus tu vas repousser la douleur, et plus elle va être présente, et elle va être là. Et en fait, se laisser traverser par cette tristesse vient enlever toute cette sensation désagréable et ne laisse que les bonnes choses. Je vais te donner un exemple, ça sera concret. Mon grand-père s'est suicidé en 2020, donc après le Covid, tout ça, il s'est suicidé à l'âge de 94 ans. Alors effectivement, il y a la colère, donc il a fallu pardonner, etc. Et puis après vient la tristesse, du deuil, etc. Et dans un deuil, on ne fait pas un seul deuil. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon deuil par rapport à lui, par rapport à sa présence, par rapport au moment qu'on a passé ensemble. Et donc, quand je parle de ça, là, tout de suite, je n'ai pas de douleur à l'intérieur de moi. Tu vois, j'arrive à en parler sans avoir de douleur. Le truc, c'est que la semaine prochaine, je vais aller dans sa maison de vacances que j'allais quand j'étais petit. Ça fait 10 ans que j'y suis pas allé. Et je sais que quand je vais être là-bas, et là d'ailleurs, tu vois, ça commence à venir. Je sais que quand je vais être là-bas, je vais ressentir de la tristesse. Mais je vais l'accueillir, cette tristesse-là. Parce que c'est un deuil que je n'ai pas encore fait. Alors qu'en temps normal, on serait tenté de la repousser. C'est ça, il y a des gens qui lui accorder la moindre importance, puis de faire comme non, c'est pas le temps, je suis en vacances, il faut que j'en profite, au lieu de juste l'accueillir, comme tu dis. Même carrément se dire, non, je ne vais pas y aller parce que ça va générer trop de douleur. Et je n'ai pas envie de souffrir. Ah oui, c'est vrai. Et tu vois, tu connais le film Vice Versa de Pixar? C'est pas un film, c'est un film d'enfant, ça? Non, c'est Pixar. Peut-être c'est pas le même nom chez vous. Non, c'est pas In and Out en anglais.
avec les émotions, tu sais, avec Riley. C'est pour les enfants? Oui, c'est un film, un dessin Oui, animé. oui, c'est ça, c'est vice-versa. Oui. C'est vice-versa aussi chez vous. Oui. Et bah, ce film-là, c'est super intéressant de le regarder en se disant, et si Tristesse, c'était le héros de l'histoire. Je vois pas Riley juste se dire, bah tiens, et si le personnage de Tristesse, c'est le personnage principal du film. Et là, le film, il a une toute autre tournure et tu as une vraie compréhension de à quoi te sert ta tristesse, en fait. C'est sûr, je l'essaye. C'est sûr. Je suis bien trop curieuse. Tu as une scène qui est magique avec l'ami imaginaire qui perd son chariot. Et du coup, il n'est pas bien. Donc, il y a cette douleur qui arrive. Puis, il y a Joie qui dit, allez, viens, on y va, c'est bon, c'est qu'un chariot. La Joie, elle est toute folle, en fait. Moi, elle m'énerve. Je la supporte pas, Joie. Dans le dessin animé, je parle. Et là, il y a Tristesse qui arrive à côté de lui et qui lui dit, écoute, tu l'aimais bien ton chariot, hein. Ah ouais, t'as passé vachement de temps avec, t'as joué beaucoup avec. Et en fait, elle l'a carrément poussé dans sa douleur. Allez, vas-y. Elle a chargé la mule, tu vois. Et puis, il se met à pleurer. En plus, il pleure des bonbons, c'est sympa. Il se met à pleurer. Et puis après, il fait, hop, c'est bon, on peut y aller. Du coup, ça passe quasiment instantanément. Et tu sais quoi? J'ai vu ma fille faire la même chose. Justement, après le suicide de mon grand-père. On parlait de mon grand-père à table, et j'ai mon neveu qui dit non, mais non, j'ai pas envie qu'on parle de grand-papy. Je veux pas qu'on en parle. Et ma fille, elle le regarde et fait, tu l'aimais bien, hein. Tu l'aimais bien, hein, grand-papy Jean. Tu vois, elle a fait exactement comme dans Tristesse dans le film. J'ai trouvé ça énorme. Et pousser à ressentir, en fait. Et c'est même ce que je fais des fois en coaching. Je pousse les gens à ressentir. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu vas perdre concrètement? Ça va être quoi le pire? Et je vais emmener la personne dans. Plus je booste cette souffrance-là, cette douleur-là chez la personne, et plus elle va se sentir soulagée derrière. C'est drôle, hein? C'est très drôle qu'on parle de ça parce que moi, c'est Tristesse, ça me tapait ses nerfs. Et quand j'ai de la peine, je veux pas. Je refuse. Je suis comme non, je veux pas avoir de la peine. Je veux pas ressentir l'émotion. Je veux pas pleurer. Je veux pas ci, je veux pas ça. Ça donne rien parce qu'au bout de la ligne, si c'est pas là, ça va être plus tard, tu vas finir par craquer parce que l'émotion fait juste s'intensifier puis prendre de l'ampleur. Puis j'aime beaucoup, je sais pas si tu connais, je pense que oui, François Lemay, tu le connais? Oui. J'aime beaucoup la phrase qu'il dit dans sa formation Reset que j'ai suivie, qui disait « Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. » Donc, si tu focuses uniquement sur ta colère ou sur ta tristesse ou sur ton deuil ou sur tout ce qui est pas bon, ça va prendre l'expansion. Tu vas avoir l'impression que ta vie n'est que ça. Mais si tu vois le positif en arrière de ça, que la peine t'apporte à grandir, que tu l'accueilles comme, moi j'aime beaucoup ton mot accueillir, la même affaire pour la colère, la même affaire pour les deuils, ta vie va être beaucoup plus une vision positive parce que tu le vois comme ça. Oui, parce qu'un deuil, on a peur que faire son deuil, c'est oublier la personne, alors que non, on n'oublie pas la personne. On doit faire ce processus parce qu'on a besoin de se sentir mieux. Et on pense d'ailleurs à tort que la dernière étape du deuil, c'est l'acceptation. Mais c'est pas la dernière étape du deuil, l'acceptation. La dernière étape, c'est ce qu'on appelle le cadeau caché. Une fois que tu as réalisé ton deuil, tu as un cadeau caché. Cadeau caché, ça peut être une situation qui se débloque. Ça peut être une prise de conscience qui va complètement changer ta vie. Tu vois, moi, quand j'ai fait le deuil de ma grand-mère, en fait, m'a amené à prendre conscience que le bonheur était un choix. Parce que elle, sa mission de vie, c'était que sa famille soit heureuse. Et quand j'ai finalisé mon processus de deuil, je me suis dit, mais j'attends quoi pour être heureux, en fait? C'est ce qu'elle voulait, donc je ne vois pas pourquoi ça en serait autrement, en fait. Donc ouais, je choisis d'être heureux. Je choisis les moments où je ne suis pas bien parce que j'ai besoin d'être pas bien dans certains moments. Mais ouais. Mais le contraire est tout aussi possible.
C'est ça. Et bonheur, pour moi, le bonheur, c'est un choix. Ça conclut magnifiquement bien cette première épisode du podcast. Alan, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. C'était vraiment enrichissant de parler des émotions, de leur rôle. Et on a même poussé un peu plus loin en allant avec les émotions que l'on veut éviter, qu'on veut essayer de tasser, les phrases à ne pas dire aux enfants, mais même entre nous, là, même dans un couple ou entre les membres de la famille, des fois, on peut aller essayer de tasser ce que l'autre vit au lieu de l'aider à l'accueillir. Alors, merci énormément, Alan. Les gens, s'ils veulent tes livres, ils sont disponibles sur Amazon. Ils sont ça sur Amazon. Et donc, tu peux les montrer. Sur les émotions. Donc, c'est un livre pour enfants, mais en fait, tout le monde peut le lire. Hein. Petit et grand, on peut le lire avec son enfant aussi. Il y a pas mal de vocabulaire et il est illustré. Bah, tiens, regarde. Je tombe sur alors ça, c'est le personnage de Tristesse. Oh mon Dieu, je trouve qu'il est beau. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup le personnage, donc je l'ai fait par intelligence artificielle parce que je voulais que ce soit mes idées qui ressortent. Donc j'ai fait toutes les illustrations et donc ça, c'est le personnage de Tristesse. Hop là. Ça, c'est la colère, par exemple. La colère. Voilà, et en fait, c'est deux jeunes enfants qui vont se retrouver dans un monde Emotia, où en fait les émotions vont se matérialiser à travers des personnages, des situations, des objets, des choses comme ça. Donc ça, il vient de sortir, il est sorti début d'année là, donc sur Amazon. Donc il suffit juste de taper Tapia Alan, ou Alan Tapia, on trouve. Et ça, c'est le livre que j'ai sorti en 2019. 2020, du coup. J'ai fini de l'écrire en 2019, mais il est sorti en 2020. Voilà, qui est un roman d'aventure vers, on va dire, la quête de soi. Voilà. C'est un parcours initiatique vers sa mission de vie. Et si les gens veulent te joindre sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, j'ai mon Facebook, ma page Facebook Alan Tapia CLS. Ou sinon, après, le plus simple, c'est aller sur alantapia.fr, tout simplement. Il y a tout dessus sur alantapia.fr. Alan avec 2 L, parce que comme disait ma mère, c'est mieux pour voler. Oh, c'est beau. Oh, j'aime ça. Donc, ALLANTAPIA.fr. Merci beaucoup, Alan. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés en ce premier podcast sur les émotions. Et on se retrouve bientôt avec un autre sujet sur le bien-être. Bye tout le monde. Bye.